Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Nous restons toujours focalisés sur l'actualité du moment, la contradiction, le rapport de force entre le FNDC et le gouvernement qui prend finalement une forme de démonstration de force à travers les mobilisations de foule, vous le savez, après donc le défi lancé par le FNDC suite à la forte mobilisation du 22 octobre ici sur l'autoroute, mais aussi à l'intérieur du pays, notamment à Labé, à Kindia, ainsi de suite. Le parti au pouvoir aussi est, on va dire, attrapé par le syndrome de la mobilisation des masses. Ainsi, ils veulent faire autant le jeudi à l'occasion du retour d'Alpha Condé d'une mission d'État. Est-ce que c'est deux choses qui vont ensemble? Est-ce qu'il pourrait aussi relever le défi du FNDC s'il s'entêtait évidemment à opérer cette mobilisation un peu inopportune? La question est posée et pour en parler bien sûr de ce sujet et bien d'autres sujets d'actualité, je donne la parole aujourd'hui à Dr Faya Milimono, président du bloc libéral qui rentre fraîchement des États-Unis. Dr Faya, bienvenue dans cette émission. Merci de m'avoir et je dis bonsoir à tous les auditeurs et téléspectateurs de Gangan. Merci une fois encore de la disponibilité. Alors oui, on va parler également de processus électoral avec Dr Faya parce que vous n'êtes sans savoir que deux partis, notamment de l'opposition, l'UFR et l'UFDG, ont signé une lettre et une note exposant la volonté de l'opposition politique de récuser le président de la CENI après qu'on ait observé l'impossibilité de tenir la date du 28 décembre pour les législatives qui avait donc été auparavant adoptée par la majorité des commissaires à la CENI. Est-ce que cette position est partagée par le bloc libéral, notamment par la voix de Dr Faya Milimono? Nous saurons cela tout à l'heure. Vague d'arrestation des étrangers sur le sol guinéen, Sigiri, Zérékoré, Beila, Kamsa, ici à Conakry. Qu'est-ce qui est derrière tout ça? Quelle est sa perception de ce sujet aussi? Dr Faya nous en dira un peu plus. On va d'abord parler des manifestations, et remonter d'abord à la série de manifestations du 14 octobre qui s'est soldée par des statistiques macabres. Au moins dans la même journée, on a eu quelque chose de 7 morts, même si le gouvernement parlait de 2 morts le même jour. Après, les statistiques sont remontées jusqu'à 9. Mais avant tout ça, vous d'abord, des observateurs ont pensé que vous avez fui la Guinée pendant que ce 14-là, il y avait des mobilisations prévues. Dites-nous qu'est-ce qui a motivé votre absence sur Conakry ce jour-là. Merci de l'opportunité que vous m'offrez de revenir sur cette page. Le BL est dirigé par un bureau exécutif composé de 4 vice-présidents, entre autres. Parmi les 4 vice-présidents, il y en a 2 qui sont à l'étranger. Un qui est à Washington, l'autre qui est à Columbus, à Ohio. Celui qui est à Washington a choisi de se libérer de son boulot pour faire 6 mois avec nous ici en Guinée pour aider au renforcement du parti. Alors, à son arrivée, il a été envoyé en région forestière. Il est précisément originaire de Lola. Il s'appelle Nema François Chérif. C'est au cours de cette mission qu'il est tombé malade. Alors, il est revenu précipitamment sur Conakry. Il a été brièvement hospitalisé à Sino-Guinéen. Son état s'est aggravé. On l'a envoyé à Washington. Là-bas, son état n'a pas permis que son pied soit sauvé. Donc, il fut amputé. Alors, le parti était donc sous le choc. J'ai été donc mandaté pour que je parte au chevet de notre camarade, n'est-ce pas, pour lui remonter le moral. J'ai quitté donc le 6 octobre pour être à Washington le 7. Et donc, ces manifestations qui ont eu lieu bien après mon départ, les Guinéens doivent comprendre que le bloc libéral est constant dans ce combat. Nous avons été à tous les rendez-vous. À chaque fois que nous avons participé à la conception d'une manifestation, nous avons été là au premier plan. La preuve, la dernière manifestation, j'ai été le premier leader à être ici à la tannerie. On en parlera tout à l'heure. Pour dire que ceux qui ont prétendu
Et souvent, c'est ce que je déplore avec certains de nos confrères qui sont journalistes. Quand on est journaliste, on est censé aller à la recherche de l'information. Si vous constatez que le président du Bloc libéral n'est pas à Conakry, j'ai un porte-parole en la personne de Aboubakar Sidiki Ouattara, qui est connu, et on a même créé au niveau du Bloc libéral une plateforme WhatsApp avec les médias, n'est-ce pas, pour que certaines informations, les médias aient la primeur. Alors, si donc il avait constaté, le journaliste qui a écrit ce papier, que je n'étais pas à Conakry, il pouvait s'adresser à Ouattara, il pouvait s'adresser à M. Ibrahima Khalil Silla, qui est sur tous les réseaux sociaux, qui est le responsable des relations avec les médias, pour savoir la vérité. Mais ça a été comme une sorte de calomnie. Oui, mais est-ce que... On ne voulait pas lui faire de publicité, c'est pourquoi on a laissé passer cela. Alors, c'est vrai qu'il y a eu que ce cas social qui a fait que vous êtes allé précipitamment aux États-Unis, mais est-ce qu'en même temps, la base du BL était mobilisée ce jour-là, ou c'est parce que vous n'aviez de façon pas adopté le format de ces manifestations du 14, vous n'étiez pas d'accord avec le schéma? Non, pas du tout. Ce n'est pas que nous n'étions pas d'accord avec le format ou... Non, non, non. Nous étions, je dis bien, et je le précise à l'intention de tous les téléspectateurs, nous avons commencé les contacts, les rencontres avec M. Abdourahmane Sano, qui est aujourd'hui en prison, M. Sekou Koundono, qui est aujourd'hui en prison, des mois avant que naisse, n'est-ce pas, et ne soit lancé officiellement le FNDC. Donc, en tant qu'acteur, n'est-ce pas, je me considère être l'un des membres fondateurs, mon parti se considère être l'un des membres fondateurs, n'est-ce pas, du FNDC. Et donc, nous sommes là-dedans parce que nous croyons en ce pourquoi nous sommes en train de nous battre. Donc, vous n'étiez pas en Guinée ce jour-là, mais vos militants étaient mobilisés le 14. Les sympathisants du Bloc libéral ont été mobilisés, et je peux vous dire qu'il y a un des militants du Bloc libéral qui a été arrêté pendant une période qui n'a pas peut-être été déférée, en la personne de Mamadou Bobo Bari, n'est-ce pas? Et il a été, le jour même de la manifestation du 14. Le même jour du 14. Et ce militant-là a perdu ce jour 2 personnes dans sa famille, dont une des victimes de Wanindara ici, et l'autre, n'est-ce pas, qui est mort à Mamou. Donc ceci pour dire que un peu partout sur l'étendue du territoire national, les membres du Bloc libéral étaient au rendez-vous. Donc voilà les raisons pourquoi Dr Faya n'était pas là lors des manifestations du 14 octobre qui ont fait, comme je l'ai dit, des dégâts matériels importants, mais aussi des pertes en vie humaine. 7 personnes, finalement, on se retrouve à 9 à 10 personnes décédées. Quelle analyse, quel sentiment vous avez après ce genre de journée de lundi 14 noir, on va dire comme ça, ou sinon rouge de sang des gens qui ont été tués? Il y a eu une volonté claire de tuer, et une volonté de faire du mal. Et nous avons condamné de la manière la plus ferme, n'est-ce pas, ce que nous avons vécu ce jour-là. Ça nous a rappelé des crimes odieux qui ont été commis par le passé et qui n'ont jamais fait l'objet d'une enquête. Nous avons condamné et nous avons présenté, n'est-ce pas, les condoléances les plus attristées aux familles directes de nos compatriotes tués, mais également à l'ensemble du peuple de Guinée qui se reconnaît, n'est-ce pas, dans ce combat-là. Il y a eu beaucoup de nos compatriotes qui ont été également blessés, d'autres dans un état grave. Si le bilan aujourd'hui est porté à 11 personnes tuées à Conakry, c'est effectivement parce que ceux qui ont été blessés par balle, certains continuent à succomber. Alors, il faut souhaiter un prompt rétablissement à ceux-là qui sont actuellement malades, qui sont blessés, certains grièvement. Il faut exiger, n'est-ce pas, qu'il y ait une enquête indépendante. Pourquoi une enquête indépendante? Dans une des déclarations du ministre de l'administration du territoire, il apparaît qu'à Mamou, par exemple, c'est un gendarme qui, par erreur, aurait tué un autre gendarme. Si ça n'avait pas atteint, la balle n'avait pas atteint un gendarme, est-ce que ça aurait été toujours une erreur? Si c'était une erreur qu'un gendarme ait été tué, à qui a donc été destinée la balle qui a été tirée? Donc, il est important aujourd'hui que des enquêtes soient faites. Tous ceux qui ont été tués, on a extrait des balles dans leur corps. Alors,
le développement de la technique, la technologie permet aujourd'hui de donner une carte d'identité exacte, n'est-ce pas, d'une balle. Hein, on peut savoir quelle est l'arme, n'est-ce pas, de laquelle cette balle a été tirée. Donc, c'est pour cette raison que nous souhaiterions, n'est-ce pas, une enquête indépendante avec la participation d'experts étrangers, n'est-ce pas, en balistique, pour nous permettre de savoir qui a posé l'acte. Vous espérez vraiment qu'il y a des enquêtes concluantes? Nous savons que, sachant ce qui est déjà passé. On a toujours réclamé des enquêtes indépendantes. Elles n'ont jamais été faites. Elles n'ont jamais été. Pour ce cas précis, pour quelle raison nous exigeons des enquêtes indépendantes? C'est que le gouvernement laisse croire que on a suivi les communiqués qui ont été donnés avant. On a suivi le communiqué du chef d'état-major qui a dit aux militaires, chacun n'a qu'à rester dans les casernes. Et puis, tous les chefs, n'est-ce pas, des forces de l'ordre ont donné des communiqués pour dire personne ne doit sortir avec une arme ou bien avec des munitions. Donc, si nous nous en tenons à ces déclarations-là, aucun ne devait mourir de balle. Mais si quelqu'un est mort de balle, il faut qu'on sache qui possède cette arme. Bien. Et pour savoir qui possède cette arme, eh bien, parce qu'aujourd'hui... Mais attendez, selon le président Alpha Condé, c'est sûrement vous, les opposants, qui détenez ces armes, parce que vous avez vu ces sorties, dit que c'est vous qui vous tirez entre vous là-bas, et que ce ne sont pas les militaires, ce ne sont pas ces gendarmes à lui. Qu'est-ce que vous dites de cette posture du chef de l'État? Je suis déçu parfois que ce soit de la bouche du président de la République même que sortent ce genre d'affirmations. Très honnêtement. Et c'est pour cette raison que nous réclamons... Pourtant, il insiste là-dessus, Alpha Condé. Il l'a dit, je vous rappelle toutes les fois qu'il a dit ça, après la manif du 14, avec les 7 morts le même jour, il est allé à l'inauguration de cette maison dédiée aux femmes. Il a dit... Personne n'est sorti à Conakry sauf Bambeto et Koza. D'ailleurs, on a tué seulement 2 gendarmes à Mamou. Deuxièmement, à Bofa, il a dit la même chose. Et dans son interview dans le journal Le Monde, il insiste sur la même chose, que ce sont les opposants qui amènent des gens qui tirent sur des manifestants. Et ce sont les opposants alors qui réclament une enquête indépendante. Quoi de plus normal? Parce que, d'accord qu'il accuse l'opposition, c'est lui qui est le président de la République. Nous voulons bien que la vérité soit connue par rapport à ce qui s'est passé. Qu'il y ait une enquête indépendante avec la participation d'experts étrangers. S'il accepte ça, vous comprenez, on peut croire en ce qu'il a dit. Mais, en tout cas, quel que soit celui qui aurait été à l'origine de la mort de nos compatriotes, il n'appartenait pas au président de la République de tenir les propos qu'il a eu à tenir. Bien. Mais ça, c'est, n'est-ce pas, ce à quoi le président Alpha Condé a habitué les Guinéens, que nous avons toujours condamnés par ailleurs, parce que ce ne sont pas des propos qui sont appropriés sortant de la bouche d'un président de la République. Est-ce que vous estimez aussi qu'Alpha Condé n'a fait montre d'aucune compassion vis-à-vis des cas de mort? C'est clair, il n'a pas montré de compassion et le gouvernement n'a pas montré de compassion. Ça a toujours été ça. Et ça pose le problème, en fait, de cette défiance, cette arrogance qu'on a toujours lue, n'est-ce pas, dans l'attitude, n'est-ce pas, de nos gouvernants, quand nous sommes devant des cas de mort, des cas de blessés, etc., dans un pays dont la Constitution a consacré, n'est-ce pas, la vie humaine comme quelque chose de sacré. Bien. On se pose la question. Vraiment. Attendons de voir justement si ces enquêtes auront lieu pour savoir si ce n'est pas les militaires qui tirent, quels sont donc ces citoyens qui tirent, qui se tuent entre eux-mêmes pendant qu'ils manifestent. Le temps de passer à l'autre manifestation qui a suivi, celle du 22 octobre, c'était une marche test. D'abord, elle a été autorisée. Et puis, vous avez décidé ensemble, avec bien sûr les autorités locales, de définir un itinéraire. Et donc, ça a été, on peut dire, une réussite. Contrairement à celle du lundi 14, qui a été un lundi noir, rouge de sang aussi. Celle-là, cette marche a non seulement réussi de par la mobilisation, mais 0 tir à balles réelles, donc 0 mort par balle, sauf le cas d'accident à moto qui ont succombé par après. Oui, qu'est-ce qui peut être les aspects ou les facteurs qui ont permis à la réussite de cette mobilisation et du fait qu'il n'y a pas eu d'incident? Il faut commencer par remercier le peuple de Guinée de s'être mobilisé grandement. C'était une marée humaine. J'étais le premier, comme je l'ai dit, le premier leader du FNDC à arriver
arrivé ici à la tannerie, nous avons pris le départ ici jusqu'à Dixine, on a vu tout Conakry dans les rues ce jour. Les Guinéens ont choisi, et c'était à dessein, de dire nous sommes ici à l'aéroport de Conakry-Bessia, parce que quand on a montré les images de la première manifestation, on a dit que c'était Haïti, ou on a dit que c'était le Zimbabwe. Il faut quand même reconnaître que les gens ont pris des images de la Mozambique. Bon, il y a eu quand même des images importées, ça c'est vrai, par les internautes de toutes les façons, favorables au FNDC. Pour le 24, en tout cas, c'était bien que les manifestants disent nous sommes à Conakry et nous sommes à Dixine, pour que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas d'images importées. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut remercier les Guinéens de s'être mobilisés ce jour et continuer le combat jusqu'à arriver, n'est-ce pas, à destination, c'est-à-dire empêcher le tripatouillage de la Constitution. Il y a des leçons qu'on peut tirer de cette manifestation. Premièrement, quand l'opposition, par exemple, marche en Guinée, l'opposition dit nous voulons marcher. Les gens disent la marche est la violence. La marche n'est pas la violence dans notre pays. Sinon, elle n'aurait jamais été consacrée par notre constitution comme un mode d'expression. Si nous avons marché ce jour de la tannerie jusqu'à Dixine, vous l'avez dit, il n'y a pas eu un seul blessé, ni un seul mort, à part l'accident qui a impliqué 2 personnes qui ont succombé plus tard, et nous présentons d'ailleurs les condoléances à la famille de ces 2 compatriotes et nous souhaitons que leurs âmes reposent en paix. À part cet incident-là, il n'y a eu aucun incident. On s'est reparti même, on s'est donné de l'eau avec les forces de l'ordre. Il y a des endroits où les forces de l'ordre également étaient dans la danse et qui prononçaient Amoulanfé. Vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois que quelqu'un a succombé, quelqu'un a été blessé ou quelqu'un a été tué lors d'une manifestation, c'est parce que l'autorité a donné l'ordre à quelqu'un d'aller tuer. Bien. Sinon, pourquoi ce jour-là, puisqu'on semble accuser l'opposition de se tuer entre elles, pourquoi ce jour-là ils ne se sont pas tués entre eux? Non, c'est une question... Non, c'est-à-dire, c'est pour vous dire que le mensonge, c'est vrai, il y en a qui croient en Guinée que plus le mensonge est gros, plus les gens y croient. Et le président Fakonde lui-même, il l'a dit. Qui le dit. Mais nous ne croyons pas au mensonge, quelle que soit la grandeur du mensonge par ailleurs. Donc, il faut aussi dire par rapport, n'est-ce pas, à cette manifestation que c'est, contrairement à ce qu'on dit, que c'est seulement 30 000 personnes. 30 000 personnes, mais c'est plus d'1 million de personnes qui étaient dans la rue. Oui, mais est-ce que vous tous, que ce soit le gouvernement et vous, est-ce que vous n'extrapolez pas, vous n'exagérez? Vous, de votre côté, vous extrapolez, peut-être eux, ils minimisent de trop, parce que quand même, si la population de Conakry est d'1,5 million, comment vous pouvez mobiliser 1,5 million de personnes? De toutes les façons, ce qu'on peut retenir, c'est que c'était une marée humaine qui ce jour a quitté la tannerie jusqu'à Dixine. C'était une marée humaine. En tout cas, même tous les médias étrangers qui étaient là ont été témoins de ça. Quel est le nombre exact? Personne ne dit la vérité parce que personne n'a compté les gens. Ceci est vrai. Ce qui reste clair, c'était une forte mobilisation. C'était une très forte mobilisation et ceci est extrêmement impressionnant. Voilà, à savoir et remercier le peuple de Guinée de continuer. Donc en conclusion, est-ce que vous voulez dire que cette masse de personnes constitue un signal à envoyer au président sur le sujet de nouvelle constitution? Est-ce qu'il Alpha doit tenir compte de cela? Bien sûr, le président doit tenir compte de cela parce que c'est le peuple de Guinée qui s'exprime. C'est vrai qu'on est en train d'étouffer ceux qui sont à l'extérieur. Il y a beaucoup de membres du FNDC qui sont en prison à l'intérieur du pays, que ce soit à Gekedou, à Yomo, à Kankan, etc., etc. On est en train d'arrêter des gens, n'importe quoi, pour étouffer les gens à l'intérieur du pays. Ici à Conakry, comme le président a commencé à le comprendre, nous allons continuer ces manifestations jusqu'à ce que nous soyons sûrs que notre constitution n'est plus en danger et il n'y aura pas, n'est-ce pas, un 3e mandat au bout. Alors, comment on va dire, on dit que vous avez aussi mobilisé des mineurs à vos côtés qui ne savent même pas ce pourquoi ils sortent.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce que Les gens c'était peuvent des affirmer- majeurs qui étaient sortis? Les gens peuvent affirmer ce qu'ils veulent affirmer, sauf qu'il n'y a aucune image qui prouve que c'était des enfants qui étaient dans la rue. Là où moi j'étais avec le maître Kabele, n'est-ce pas? Et partout où je suis passé, c'est ce que j'ai entendu plutôt à Moulanfé ou bien à Athéna Bena, à Kassata. J'ai appris beaucoup ce jour, d'ailleurs. Donc, il est Il n'y important. avait pas de mineurs à vos côtés? Non, en tout C'était cas, tous des majeurs convaincus? je n'en ai pas vu de mineurs autour de moi. Peut-être que quelques curieux qui sont sortis à côté de papa et maman, parce que beaucoup de Guinéens qui n'ont pas marché de la tannerie jusqu'à Dixine étaient quand même sortis pour marquer, n'est-ce pas, leur solidarité. Bien. Il y en a qui étaient au balcon, etc., et qui entonnaient la même chanson avec les marcheurs à Moulanfé, à Moulanfé. Voilà. Et comme je l'ai dit tantôt, la contre-mobilisation, cette fois-ci, elle vient de la mouvance et elle va sûrement se faire le jeudi, à l'occasion du retour du président de la République, pas d'une mission du RPG, mais d'une mission d'État, bien sûr. Est-ce que tout ça est compatible? On va en parler dans la deuxième partie de cette émission. Le Club des Métis pour la prévention des conflits et le maintien de la paix, en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI, et la collaboration de Wasselon Agency Communication, organise la première édition du tournoi de football des partis politiques. Pour promouvoir le fair-play politique en vue d'instaurer un climat de non-violence dans la pratique de la politique en Guinée, 16 partis politiques se donnent rendez-vous autour du cuir rond. Quel parti politique remportera cette première édition du tournoi de football des partis politiques? Rendez-vous en septembre 2019. Institution républicaine et non gouvernementale, associez votre image à cet événement inédit. Contact 624 26 92 42, 664 24 61 06. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, toujours comme invité Dr Faya Milimono, président du bloc libéral. L'actualité, c'est bien sûr le sujet qui se trouve sur toutes les lèvres, la guerre des foules désormais qui prend forme dans notre pays autour du sujet. Est-ce possible de doter la Guinée d'une nouvelle constitution ou non? Après donc la mobilisation des FNDC, voilà que le RPG, au lieu de la Codenok, veut lancer ou sinon relever le défi. Alors oui, docteur, j'ai parlé de votre mobilisation du jeudi passé. Certes, vous comptez continuer les semaines à venir, après l'enterrement de ceux qui sont morts la dernière fois. Mais de l'autre côté, il y a quand même le RPG qui veut relever le défi. Alpha Condé doit rentrer jeudi, et eux, ils comptent aussi faire le plein de Conakry pour montrer que ce n'est pas vous seuls qui avez une légitimité de la masse dans cette question-là. Déjà, comment vous voyez les choses venir? Et j'ai parlé tout à l'heure de compatibilité entre l'agenda du président et le fait qu'un camp, dans ce débat de nouvelle constitution, veut l'impliquer dans leur combat. D'abord, vous me permettrez de commencer par appeler les Guinéens d'être nombreux, n'est-ce pas, au rendez-vous de funérailles de nos compatriotes tués les 14, 15 et après, parce que l'inhumation de ces martyrs, c'est demain. Demain, mercredi. Le mercredi 30. Et donc, le cortège va partir de Ignasdine jusqu'à Bambeto, où la prière sera faite, sera dite sur les corps avant leur enterrement. Donc, il faut inviter tout le monde à participer, n'est-ce pas, à cette marche funèbre demain et consacrer, n'est-ce pas, le jeudi, le vendredi à la prière, n'est-ce pas, pour nos morts. Ceci dit, il faut que le président de la République, encore une fois, fasse très attention, parce que la manifestation, si, comme vous le dites, la manifestation qu'on va avoir le jeudi, c'est une réplique à la manifestation du FNDC, alors cette manifestation doit se faire, n'est-ce pas, en dehors du président. En dehors de son agenda, de l'agenda du président. Parce que le président Alpha Condé est encore le président des Guinéens. Il est allé en mission. Pas de... Comment vous appelez ce machin-là? Du RPG. La Codenok. La Codenok, voilà. Il n'était pas en mission de la Codenok. Il ne peut même pas être en mission de la Codenok parce qu'en ce que nous sachons jusqu'à présent, il n'a pas pris position.
gardons ça comme ça pour l'instant. Au moins pour ce qu'il dit. Pour ce qu'il dit. Gardons ça pour l'instant. Alors, il prendrait clairement position si c'est le oui qui l'accueille. Les Guinéens peuvent l'accueillir. Il est le président de la Guinée. Nous ne serons pas là. Non pas parce que nous sommes du FNDC ou nous sommes du Bloc libéral, mais parce que ce n'est pas opportun. Ce n'est pas pertinent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Guinéens qui sont en train de mourir dans les hôpitaux pour des maladies qui ont disparu ailleurs. Les fonds qu'on utiliserait pour transporter les gens de partout pour venir assister à une manifestation, je crois qu'on peut faire l'économie de tout ça et faire face aux priorités. Enlever les ordures qui nous tuent, enlever, n'est-ce pas, les faire face aux défis de l'école guinéenne, faire face, n'est-ce pas, à notre système de santé, faire face à nos infrastructures. Je crois que ça, c'est aujourd'hui la chose la plus importante à faire. Donc, si les gens veulent dire que c'est une réplique au FNDC, c'est mal placé. Bien. Le président de la République est censé être au-dessus, n'est-ce pas, de ce débat-là. Ce machin de Codenok doit organiser, comme le bloc, le FNDC l'a fait, avec des t-shirts qui n'ont pas été payés avec les fonds publics, parce que nous, ce sont des compatriotes par amour, par conviction, qui achètent, n'est-ce pas, les t-shirts, n'est-ce pas, du FNDC. Ce n'est pas l'argent public qui est sorti, acheter ceci ou cela. Donc, que la Codenok fasse une organisation grandiose, c'est son droit. Mais qu'on n'associe pas l'image du président de la République. Et ceux qui sont donc les conseillers du président de la République, qui vont m'entendre avant que le président de la République ne soit là le jeudi, il n'a qu'à commander pour dire, si c'est pour parler de oui, ne venez pas me recevoir. Je suis guinéen, je suis président de la République au-dessus de la mairie. Et je rentre d'une mission d'État. Je rentre d'une mission d'État. Sinon, si le président prête le flanc et que certains vont pour faire la promotion du oui, eh bien, on ne dira pas non à ceux qui viendront pour dire non. Et pourtant, il y a des gens du FNDC qui veulent venir à l'aéroport le jeudi, parce qu'ils estiment aussi que c'est leur président. Donc, si d'autres viennent avec les pancartes oui, eux aussi viendront avec les pancartes non. Et en ce moment-là, je ne crois pas que ce soit une bonne manière d'accueillir le président. Je crois qu'il faut que la présidence de la République fasse très attention par rapport à cela. Bien. Si on veut, c'est un agenda en fait illégal que les gens veulent nous vendre. Ceux-là qui sont en train de nous vendre cet agenda, c'est des imposteurs. Nous voulons qu'ils prennent leurs responsabilités sans associer l'image du président. Mais s'ils associent l'image du président de la République et le président de la République accepte cela, eh bien, il doit souffrir de voir autour de lui ce jour des pancartes du oui, mais également des pancartes du non. Et s'il y a risque d'accrochage, voilà, et avec tout ce que cela peut entraîner effectivement comme risque d'accrochage. Parce que c'est l'accueil du président de la République, c'est pas l'accueil du coordinateur de la Codenok. Codenok. Voilà. Vous devez quand même retenir le nom de la Codenok, c'est l'équivalent du FNDC. C'est un machin que je Bien, alors, de l'autre côté, on parle, c'est sûr que, parce que malheureusement, les gens s'entêtent. On apprend que malgré qu'on a donné des alertes pour dire que c'est un mélange du genre de vouloir accueillir le président avec les slogans oui à la nouvelle constitution. Il paraît que les préparatifs continuent toujours. On apprend des bus qui seraient allés en Haute-Guinée pour accueillir les gens. On apprend qu'il y a les caisses qui sont en train de se vider. Est-ce que vous avez eu des informations dans ce sens-là? Bien sûr. En tout cas, ce que nous savons, c'est que même si on n'a pas d'éléments de preuve pour dire qu'ils ont pris l'argent pour l'instant, mais ce que nous savons, c'est que le ministre de l'économie lui-même a fait une sorte d'alerte pour dire la monnaie guinéenne est en train de se déprécier, surtout face aux devises étrangères comme le dollar, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, quasiment, un dollar américain équivaut à 10 000 francs guinéens. Ce qui veut dire que on est en train de faire appel à la planche à billets pour financer ce fameux projet. Donc, combien de francs glissants on prendra dans nos caisses pour organiser cela? Les gens profitent de ces... Vous avez suivi l'argent qui a... je ne sais même pas comment on a éteint cela. Peut-être il y a un marabout très très fort qu'ils ont trouvé pour éteindre l'affaire de notre échec à la compétition panafricaine, où il y a eu beaucoup de milliards qui ont circulé, qui ont été mal utilisés, etc., etc. Donc les gens vont encore profiter de cette occasion-là pour vider le peu qui aurait pu être utilisé pour augmenter le salaire des enseignants, pour améliorer le cadre
n'est-ce pas, d'études, d'apprentissage de nos enfants, enrichir, n'est-ce pas, les bibliothèques et les laboratoires de nos écoles, etc., etc. Ouais, est-ce que vous ferez en sorte, par exemple, je ne vous vends pas une stratégie, mais est-ce que vous ferez en sorte, comme vous avez dit, pour avoir des preuves, d'infiltrer, par exemple, les groupes de mobilisation pour savoir si effectivement on donne de l'argent aux gens? Oui, ça déjà on le sait. Vous savez toutes les fois que les captures d'écran pullulent dans les réseaux sociaux, les gens disent c'est des constructions, mais c'est pas des constructions, c'est toujours vrai. Là-dessus, on ne vend pas la stratégie à la place publique, mais nous savons ce qui se passe. Alors, est-ce que le président fera attention, comme on l'alerte, pour ne pas faire la confusion entre son agenda d'État et cet accueil qu'on veut lui réserver aux couleurs d'une campagne pour un oui et qui serait donc du 2 poids 2 mesures. On va donc évoluer cette fois-ci, parler du processus électoral. Vous n'étiez pas au pays, ou sinon peut-être vous veniez d'arriver. Entre-temps, on a vu que le président, par rapport à la date qui avait été proposée par la CENI pour les élections législatives, n'a pas pris dans le délai, ou dans les délais, le décret de convocation du corps électoral. Donc dès lors, on a constaté le report. Deuxièmement, l'OIF, avec la CENI, a organisé un point de presse pour donc constater ce fait-là, en ajoutant des contraintes techniques. Et puis, tout de suite, vous avez l'UFR et l'UFDG qui signent un papier récusant Kébé et qui veulent qu'on le fasse remplacer à la tête de la CENI. Quelle est la position du BL dans ce débat aujourd'hui? Est-ce que vous êtes tous signataires de cette lettre? Vous partagez la démarche? D'abord, je dois dire que lorsque le président de la République, le 4 septembre, avant de partir pour les États-Unis, s'était adressé aux Guinéens pour annoncer qu'il fallait organiser les élections à l'intérieur de l'année 2019, invitant le Premier ministre et son gouvernement à accompagner la CENI, j'ai dit c'est un message qu'il adressait aux Américains. D'accord. Ça nous a rappelé ce qu'il avait fait peu avant son départ en 2011 aux États-Unis, à New York précisément, lorsque Luceni Camara était là. Nous l'avons dit en ce moment-là, peut-être les gens ne nous ont pas pris au sérieux. La CENI, donc, s'est agitée pour vouloir nous imposer un calendrier de 100 jours, alors que, à l'issue de l'atelier de Kindia, la CENI elle-même, avec les autres acteurs, s'était entendue pour un chronogramme de 235 jours. On a tout ramené à 100 jours. Et Kébé, malheureusement, s'est mis au devant de cela pour s'agiter. Nous savions que tout cela était du pipeau et qu'on était en train de mal utiliser les fonds publics en violation des lois. Nous l'avions dénoncé. Donc rien de tout cela ne nous a étonnés. D'accord. Ça s'est passé comme nous l'avions prévu. Donc, maintenant, ce que nous avons à dire par rapport à la participation, par exemple, de l'OIF à ce point de presse, l'OIF n'a pas à se mêler de ça. Il s'agit d'une CENI irresponsable, anticonstitutionnelle, anti-républicaine, qui agit de manière irresponsable. Il ne faut pas endosser sa responsabilité en venant devant les médias pour justifier le report des élections, dont, en tout cas, ce n'est pas l'OIF qui avait fixé la date pour commencer. Il faut que l'OIF quitte complètement dans cette affaire. Sinon, nous allons la voir partisane et exiger désormais que ce soit l'organe à l'intérieur de l'ONU, n'est-ce pas, qui est chargé d'accompagner les élections. Parce que cet activisme-là de l'OIF, nous ne l'apprécions pas. Bien. Maintenant, par rapport à la déclaration qui a été sortie, je dois préciser ceci, à l'intention des téléspectateurs. J'ai reçu personnellement dans ma boîte un projet de déclaration cette déclaration que vous avez entendue et que vous avez lue, qui s'appelle déclaration de l'opposition recusant, n'est-ce pas, Kébé. Dès que j'ai reçu le projet, je l'ai balancé à mes camarades du bureau exécutif de mon parti et j'ai aussi balancé à tous les leaders de la CPR pour que rapidement on se concerte pour formuler une position. À peine on a commencé à formuler notre position que la déclaration était déjà officialisée. Heureusement que, même si on a dit que c'est la déclaration de l'opposition, on a précisé que les deux signataires sont Cellou Dalein et Sidi Touré. Il faut rappeler ceci à l'intention des téléspectateurs, que ce sont eux qui sont les géniteurs de cette CENI-là.
Ils ont fait un deal avec le RPG Arc-en-Ciel pour nous donner une CENI anti-républicaine. Le problème n'est pas un problème de personne aujourd'hui. Kébé, c'est vrai, il se comporte mal, il oublie l'origine. Je respecte le barreau de Guinée, c'est aujourd'hui la corporation la plus respectée de ce pays. Et peut-être que Kébé, qui n'a jamais eu d'ailleurs un cabinet digne de ce nom, qui a eu la chance d'être à la CENI, oublie qu'il est un avocat. Alors, vous avez toujours été méchant avec Kébé, ça c'est pas aussi nouveau, hein? Non, c'est pas que je sois méchant avec lui. La réalité, il faut la décrire. Bien. Il n'a jamais eu un cabinet digne de ce nom qui a été capable de défendre un Guinéen dans une situation de conflit avec la loi. Bien. Alors, aujourd'hui, il profite de l'occasion pour faire n'importe quoi. Je sais qu'il est irresponsable, là je le sais. C'est pas une insulte, c'est la réalité, je ne fais que décrire un comportement. Mais de là à réduire le problème de la CENI à lui, nous disons non. Nous, c'est la CENI qu'il faut enlever. Cette CENI, elle est anti-républicaine. De par la loi, le principe fondateur d'une république, c'est l'égalité en droit et en devoir. Il appartient à l'électeur guinéen de dire « je préfère tel candidat plutôt qu'à tel autre ». Mais ce n'est pas la loi qui dit que tel candidat est plus important que tel autre candidat. Or, aujourd'hui, la CENI que nous avons, effectivement, c'est cela. Donc, c'est plutôt la CENI qu'il faut faire partir que de s'attaquer à une personne. Nous ne sommes donc pas ni de loin ni de près associés à cette déclaration qui a été faite. Bien. Et donc, d'ailleurs, légalement, on dit aussi que même si vous reprochez tant de choses à Kébé, mais que légalement, l'opposition ne peut pas demander qu'on l'enlève. Même le baron ne peut plus parce qu'il a été élu. Ce mécanisme-là doit venir de l'intérieur. Vous êtes d'accord avec? De toutes les façons, si on fait partir comme nous réclamons la CENI parce qu'elle est anti-républicaine, eh bien, Kébé ne peut pas échapper lui. Bien. Si on fait noyer toute l'institution. Voilà. Et puis pour terminer, on va parler finalement de cette vague d'arrestation des étrangers sur le sol guinéen, à l'intérieur du pays, comme je crois à Conakry ici. On parle des Maliens, des Burkinabés, des Libériens, ainsi de suite. Et il y a l'image de cette société de marketing réseau qui est associée, notamment le QNet. Et à Cancan, par exemple, on a vu le gouverneur qui dit qu'on les a arrêtés avec des amulettes, des trucs de protection anti-balles et tout. Qu'est-ce que vous pensez aussi de ce phénomène? On est un peu en train de trouver derrière ça une sorte de couverture, on ne sait pas pour qui et pourquoi. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire par rapport à ces arrestations. La première chose, je commence par dire qu'il faut traiter ces personnes qui sont en train d'être arrêtées conformément à nos lois et aux traités auxquels nous sommes signataires. Ce sont, on dit, le fait d'être étranger en Guinée, le fait d'être ivoirien ou sénégalais ou malien n'est pas un délit, n'est pas un crime. Si on peut prouver qu'ils ont commis un crime, il faut s'engager dans une procédure transparente. Et nous invitons surtout les pays de la CEDEAO qui sont représentés massivement ici à Conakry de s'intéresser à cette procédure pour que les droits des personnes arrêtées soient respectés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire par rapport à ces arrestations, c'est qu'on a commencé déjà à nous avancer des mots comme une rébellion, etc., sans que l'on nous présente la moindre preuve. Faisons très attention avec ça. Nous avons un pouvoir qui est aux aguets. Il a un projet que le Premier ministre lui-même a dit, j'accepte la nouvelle constitution en tant que personne, mais aussi en tant que Premier ministre. Aujourd'hui, ce projet-là est en difficulté. Les populations se mobilisent contre ça. Le machiavélisme des leaders ou des dirigeants africains veut que l'on crée une situation de chaos dans le pays pour empêcher qu'on parle, n'est-ce pas, d'élections, pour empêcher qu'on parle normalement de choses. Et même imputer la responsabilité, pourquoi pas, à son adversaire. Déjà, on accuse, et ça c'est de la bouche du président, on accuse les opposants de se tuer entre eux. Alors, ces gens-là, il faut les retracer. Il faut savoir comment sont-ils venus, qui les a fait venir, où ils sont logés, qui les abrite, qui les nourrit. Toutes ces questions-là, ça doit être répondu. Et tout cela doit se faire dans la transparence, conformément à nos lois et aux traités auxquels notre pays a adhéré. Et j'en appelle le peuple de Guinée à la vigilance.
Ce qui me plaît beaucoup dans tout ce dont nous sommes en train de parler, c'est qu'aujourd'hui, c'est une société civile africaine qui commence à se réveiller. J'ai vu par exemple la manifestation du FNDC en Suisse hier. C'était l'Afrique qui était là, ce n'était pas les Guinéens seulement. Il y avait des Camerounais, des Congolais, etc. etc. Aujourd'hui, nous devons faire très attention par rapport à ce dossier-là. Pourquoi? Nous avons tellement de Guinéens au Sénégal, tellement de Guinéens au Mali, en Côte d'Ivoire, que si les citoyens de ces pays sont maltraités ici, vous comprenez, et que cela soit fait dans l'illégalité, nos confrères peuvent, nos concitoyens qui sont peuvent être exposés, peuvent être exposés à des représailles. Il faut qu'on fasse très attention. Et qu'on appelle certains commis de l'État, comme le préfet de Cancan, que j'ai écouté le matin sur une radio de la place, dire qu'on les a pris avec des gris-gris et des protections anti-balles, etc., etc., comme pour vendre l'idée qu'il s'agit d'une rébellion. Faisons très attention. Une rébellion, ça commence en périphérie, pas en capitale. Je sais pas. Dans tous les cas, ce qu'il faut que l'on sache, c'est que si c'est la nouvelle stratégie des promoteurs, n'est-ce pas, de la présidence à vie du président, que de créer le chaos dans notre pays, nous les avons à l'œil. Bien. Pour l'instant, nous savons le peuple de Guinée pour être un peuple très paisible. Nous savons résoudre nos problèmes par la parole. Donc vous voulez dire que le pouvoir veut utiliser ça pour accuser vous autres opposants. Le théâtre avec lequel ils font ces arrestations, parfois en violation, même les détentions provisoires et puis les maltraitances qu'ils sont en train de faire subir à des gens. Écoutez, lorsque vous arrêtez quelqu'un, c'est un être humain. Vous devez le respecter, il a des droits. Vous comprenez? Donc il faut qu'on fasse très attention avec tout ça. Parce que si on maltraite des Sénégalais ici, on expose nos compatriotes qui sont au Sénégal à des représailles. Si on maltraite les Ivoiriens, ce sera la même chose partout à travers la région ouest africaine, d'où viennent, n'est-ce pas, nos confrères. Il faut que leurs droits soient respectés et que les enquêtes soient libres et transparentes pour établir s'ils ont commis un délit ou ils ont commis un crime et qu'on retrace, n'est-ce pas, leur retour chez eux ou leur emprisonnement s'ils sont reconnus coupables. Parce que dans ce pays, il y a trop de confusion. On est en train de les arrêter, mais quelle mission on va leur confier, on ne sait pas. Bien. On ne sait pas. Parce on se rappelle lors des violences de 2009 au stade du 28 septembre, nous étions à l'extérieur. Mais nous rappelons encore des premières déclarations de certains leaders, que parmi ceux qui étaient en uniforme, il y en avait qui ne parlaient aucune langue guinéenne. Ils ne parlaient pas français. Vous comprenez? Donc, on est dans une grande confusion. Prêtons bien attention parce qu'on peut bien créer un chaos dans le pays pour ne plus parler d'élections et même de constitution. Bien, voilà donc en tout. Et c'est sûr que l'actualité est encore riche pour les jours à venir, surtout en ce qui concerne ce rapport de force entre le FNDC et le camp présidentiel autour de cette affaire de constitution. Au milieu de tout ça, on attend toujours quelque chose de plus sage venant du président de la République, mais non, les attentes encore restent déçues là-dessus. En 30 secondes, Dr Faya, aux militants ou aux citoyens qui nous écoutent, qui vous regardent, en 30 secondes. Je vais profiter de l'occasion pour souhaiter encore une fois prompt rétablissement à mon vice-président, Dema François Chérif, qui est en train de recouvrir d'une amputation. Je dis encore une fois mes condoléances au peuple de Guinée pour des martyrs que nous allons enterrer demain. Et je dis à tous les militants du Bloc libéral qui vont m'écouter et qui vont m'entendre de tout faire pour accompagner ces martyrs demain et de rester mobilisés pour la rupture en 2020. Parce que beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi l'alternative? Elle existe, elle est même meilleure. Il s'agit du Bloc libéral. Merci beaucoup. Merci, docteur. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci bien. À vous, merci de votre attention et de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.